Président de bien vouloir, Guy Geoffroy, de bien vouloir nous rejoindre pour conclure ce 56e congrès avec bien le discours des personnalités qui nous ont rejoints. On va d'ailleurs les inviter à venir nous rejoindre. Alors, il y a Madame la préfète Béatrice Abolivier, que l'on peut applaudir. Bonjour, Madame. Nous allons appeler la nouvelle sénatrice, Madame Chain-Larcher, vice-présidente encore du Conseil régional. Et Monsieur Jean-Jacques Barbeau. Merci, ça va ? Je vais vous le tenir si vous voulez. On y va, Monsieur le Président, pour la conclusion de ce congrès. Si, ça fonctionne. Merci et surtout, merci à vous de rester parce que comment faire mieux que ce que nous venons d'entendre ? Ça va être très compliqué, mais notre admiration pour Philippe Croizon, je crois, est encore plus grande que ce que nous pensions qu'elle serait avant son intervention. Et je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse encore de tout cœur parce que c'est assez extraordinaire. Madame la préfète, Monsieur le président du conseil départemental, Madame la sénatrice représentant Madame la présidente du conseil régional Île-de-France, et vous toutes et vous tous, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, il nous revient donc de conclure cette journée et tout d'abord que le tout nouveau président de l'Union des maires que je suis vous dise les quelques mots qu'il lui revient de prononcer en clôture de cette belle 56e édition de notre Congrès des maires. Je voudrais une nouvelle fois, et à l'occasion de cette clôture, remercier notre hôte, Gilles Bataille, maire de Damary-lès-Lys, remercier le président de la communauté de l'agglomération, saluer, ils sont nombreux, les nouveaux maires, nouveaux présidents de PCI, et également saluer, il faut absolument le faire parce que dans le cadre des nouvelles responsabilités qui sont les leurs et du nouveau statut qui est le leur, les parlementaires de notre pays qui ont été renouvelés, élus ou réélus en juin dernier et dimanche dernier pour ce qui concerne nos collègues sénateurs, nous font aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux l'honneur de leur présence, pour certains depuis ce matin, pour d'autres cet après-midi et pour cette clôture. Et je veux leur dire que nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin d'eux pour qu'ils comprennent que dans la France, pays unitaire et à la fois très décentralisé, la nouvelle configuration de la représentation nationale, de la représentation populaire, va les conduire à probablement plus d'efforts dans la connaissance du tissu local que celles que leurs prédécesseurs ou ceux qui exerçaient déjà et qui vont exercer dans un nouveau cadre se devaient d'avoir lorsqu'ils exerçaient simultanément des fonctions exécutives locales et des fonctions parlementaires. Merci à eux d'être là, merci de continuer à être avec nous, merci d'être à l'écoute de tous leurs maires, quels qu'ils soient maires des communes dites importantes, peuplées, ou qu'ils soient maires des communes dites petites, mais qui ne sont nullement petites, parce que si elles ont peu de population, elles ont souvent un très grand territoire. Merci également à toutes celles et tous ceux qui ont participé à nos travaux de ce matin.
toutes les tables rondes. J'ai pu en faire un très rapide tour et bien évidemment, je ne me préparerai pas, ce serait présomptueux et inutile à une pseudo-synthèse de propos que je n'ai que très peu entendus dans la durée. Mais tous nos intervenants, ceux qui ont présidé les tables rondes, ceux qui les ont animées, ceux qui sont intervenus, l'ont fait de manière efficace. Ils ont eu une participation tout à fait éloquente de la part d'un nombre important d'élus de notre département. Les sujets étaient importants. L'avenir des petites communes, comme on dit, au sein des établissements publics de coopération intercommunale. S'agit-il, Madame la Préfète, d'une phase, rien qu'une phase, vers quelque chose qui serait déjà, non pas décidé, mais prédéterminé, une quasi-disparition par vidage successif des compétences des petites communes au profit des intercommunalités? Interrogation, bien sûr, inquiétude, évidemment, questionnement à chaque instant. Quelle place pour la Seine-et-Marne dans cette organisation très curieuse dont nous voyons les contours un peu à notre manière, selon que nous sommes inquiets ou optimistes, et quelquefois les deux successivement ou à la fois dans le Grand Paris? Quel Grand Paris? Quelle place pour les intercommunalités limitrophes du Grand Paris dans ce Grand Paris? Deviendront-elles à leur tour Grand Paris? Et quid de tout le reste? Et pour nous, Seine-et-Marnais, ces questions sont importantes parce que la Seine-et-Marne, je le dis souvent, quand on est en province, c'est l'Île-de-France. Mais quand on est en Île-de-France, ailleurs qu'en Seine-et-Marne, la Seine-et-Marne, c'est déjà un peu la province. Avec ses 510 communes, avec la moitié de sa population qui vit dans les villes et la moitié de la population qui vit dans les villages, mais avec une aspiration tout à fait égale, tout à fait exigeante de l'ensemble de ses habitants à bénéficier, là où ils habitent, des mêmes services et du même accès aux technologies nouvelles, les grands enjeux, bien sûr, du numérique. Et puis, également la question du logement social, la nouvelle organisation de la République, les nouvelles compétences, les transferts qui sont en cours ou qui seraient envisagés de la compétence urbanisme et logement en direction des EPCI. Qu'est demain un maire qui n'a plus la main sur le développement de son territoire et qui, une fois son territoire éventuellement développé sans qu'il en soit d'accord, lui et les représentants du peuple que sont les conseillers municipaux, si de l'autre côté, il n'a plus non plus cette maigre possibilité, qui n'est pas une attribution, mais qui est une faculté de le faire, des logements sur le territoire de la commune. Des sujets donc qui ont été traités ce matin en profondeur, dont il sera de notre devoir de faire notre miel pour poursuivre le dialogue avec vous. Dialogue avec vous, Madame la Préfète, dialogue avec l'État que vous représentez ici, et nous tenons tous, maires du département, à vous saluer et à souhaiter pleine réussite dans votre mission, vous qui êtes arrivés parmi nous il y a quelques semaines à peine. Vous avez devant vous des maires totalement déterminés à être maires, mais vous avez devant vous des maires interrogatifs, des maires perplexes, des maires inquiets, des maires quelquefois, trop souvent, en colère et qui voudraient moins s'interroger, voudraient être moins perplexes, voudraient être moins inquiets et voudraient ne pas être amenés à sombrer dans la colère. Alors il y a plusieurs sujets sur lesquels les interrogations sont de droit, sont légitimes. La conférence des territoires, est-ce qu'elle va permettre à nos communes d'y voir plus clair et à nos concitoyens, au travers de leurs représentants locaux, à être plus efficaces? La politique nouvelle décidée par l'État, qui s'explique, qu'on nous a expliqué, que nous comprenons, mais qui vient s'ajouter à tous les chamboulements que nous avons connus et à tous ceux qui nous attendent en ce qui concerne les contrats aidés. La question de la suppression de la taxe d'habitation, la question de l'annulation de certains crédits. On a évoqué ce matin et tout à l'heure encore les crédits de la DETR, mais le maire que je suis qui apprend il y a quelques semaines que l'inscription budgétaire à laquelle il avait procédé
dans sa section d'investissement de quelques 300 000 euros au titre de l'aide de l'État aux maires bâtisseurs et qui apprend que cette aide, qui n'avait pas été promise, qui avait été accordée, va être retirée et qu'il faut donc opérer en cours d'année une modification dans le financement de ces investissements. Toutes ces questions sont importantes. On nous a redonné la main, mais il ne fallait pas nous la donner, puisqu'elle ne nous appartient pas en matière de rythme scolaire. C'est l'État qui est responsable des rythmes scolaires. Nous avons la capacité, au-delà d'ailleurs de ce que l'on peut penser, d'accompagner une réforme que l'État avait décidée pour les rythmes scolaires. On a dit que c'était aux maires de décider et tout ceci nous inquiète parce que ce n'est pas à nous de le faire. Le décret de fin juin le démontre très aisément. Et puis toutes les autres questions que j'ai évoquées, le logement, l'urbanisme, l'eau, toutes ces préoccupations, la compétence GEMAPI dont nous avons encore parlé récemment et dont nous parlerons beaucoup à l'occasion de la CDCI et de toutes les autres rencontres. Toutes ces questions, Madame la Préfète, sont des questions légitimes. Vous savez que nous nous les posons et vous savez qu'elles ne peuvent être traitées qu'en application de quelques principes simples. Le premier de ces principes, c'est l'ouverture. Vous y êtes, je n'en ai pas de doute, tout à fait disposés, nous aussi. L'ouverture, c'est le dialogue. Le dialogue, c'est peut-être la confrontation, mais la confrontation, si nous sommes ouverts et si nous sommes femmes et hommes de dialogue, vous l'êtes, nous le sommes, c'est une sortie par le haut. Nous voulons, nous, représentants de nos concitoyens dans nos communes, cellules de base de notre collectivité nationale, nous voulons, non pas pour ce que nous sommes, mais pour ce que nous représentons, être tout simplement respectés. Nous voulons être respectés et nous voulons l'être au moment où s'engage au Parlement le débat sur le budget 2018. Il va s'engager dans quelques semaines et nous avons des interrogations. La suppression de la taxe d'habitation, par exemple, nous avons entendu qu'il y aurait compensation. Nous l'avons tellement entendu dans le passé, avant de constater que compensation, il pouvait y avoir au début, mais beaucoup moins après, que nous avons besoin d'informations, nous avons besoin de confirmation et nous avons surtout besoin de garanties. Et j'ajouterais, parlementaire que je suis, qui a longtemps siégé à la commission des lois et qui a été rapporteur de la loi organique sur la mise en œuvre de l'article 72-2 de la Constitution et un peu habilité à le dire, que nous avons ce sentiment que quelques principes constitutionnels sont légèrement effleurés de manière disgracieuse. Et parmi eux, le principe constitutionnel d'autonomie financière des collectivités locales, et parmi eux également le principe le principe de libre administration des collectivités locales. Nous voulons, Madame la Préfète, rester plus que jamais dans un dialogue responsable et équilibré. Tout dialogue qui nous serait proposé par l'État, mais qui n'aurait comme objectif de masquer des décisions déjà prises et dont le sens et la portée n'auraient aucune chance d'être modifiés par ce dialogue au niveau local, serait un faux dialogue et ne pourrait que provoquer l'exaspération, la colère, le rejet de la part des élus locaux. Il faut savoir, et vous le savez, Madame la Préfète, votre expérience au service de l'État est là pour en témoigner, que nous sommes peut-être, dans la France d'aujourd'hui, les derniers remparts contre le populisme. Au-delà de nous, si nous ne sommes plus crédibles parce que nous n'avons plus aucune raison de l'être, la République s'effondrera. Nous sommes inquiets, déterminés, ouverts, mais disponibles. Le dépassement de soi dont on parlait tout à l'heure, c'est le dépassement également de sa colère. Nous sommes disponibles pour saisir toutes les chances qui restent encore qu'un dialogue entre l'État et les collectivités locales, ici dans notre beau département de Seine-et-Marne, soit possible, fructueux et fécond. Nous avons, avec votre prédécesseur, déjà fait la démonstration de notre capacité à être non seulement dans un dialogue en écoute et en réponse aux propositions de l'État, mais également
dans un dialogue sur des sujets dont nous prenons l'initiative de les soumettre à votre sagacité et à l'échange avec vous. Je n'en citerai que quelques-uns. Les gens du voyage, on en a beaucoup parlé. C'est à l'initiative de l'Union des maires de Seine-et-Marne que l'État et le département ont accepté une démarche qui va probablement conduire à ce que nous trouvions le moyen, probablement par une institution dont nous déciderons la création au niveau de l'ensemble du département, de mettre en place de manière claire, ferme, définitive le schéma départemental d'accueil des gens du voyage en ce qui concerne les grands rassemblements qui nous pénalisent et qui nous préoccupent. Nous irons jusqu'au bout avec vous parce que nous savons qu'avec vous, État représenté en Seine-et-Marne, nous pouvons aboutir. Il y a la question de l'eau, je parlais de la compétence GEMAPI, puis il y a celle des déchets. Au-delà de ces intitulés, il y a le devenir de tous ces syndicats dédiés qui, aujourd'hui, sont pour certains d'entre eux trop nombreux, certains étant d'ailleurs totalement périmés. Il faut passer ce cap et écrire une nouvelle page de l'organisation territoriale de la République sur les nouvelles compétences et sur leur capacité à être exercées. Tout ceci, Madame la Préfète, je souhaitais le dire sans animosité, avec la franchise dont nous avons tous besoin pour passer le cap difficile de la refondation de notre pays au travers de toutes les difficultés que nous rencontrons et que nous voulons tous ensemble surmonter. La France ne sera plus la France s'il n'y a plus ses communes. Seront-elles 35 000 ? Seront-elles moins nombreuses ? Si elles doivent être moins nombreuses, c'est pour exercer mieux et dans une clarté sans cesse renouvelée les compétences qui lui seront affectées. Mais vous le savez, le maire sera toujours l'élu qu'on viendra voir, y compris pour lui parler de sujets qui ne relèvent pas de sa compétence. Et si demain, le maire a perdu de cette crédibilité, si demain le maire n'est plus ce personnage que l'on vient solliciter, que l'on vient rencontrer, que l'on vient engueuler, eh bien, il y aura une grande partie de l'âme de la France qui aura disparu. Vous ne le voulez pas, Madame la Préfète. Nous ne le voulons pas non plus. C'est la raison pour laquelle, à l'issue de ce congrès, en remerciant toutes celles et tous ceux qui ont apporté leur contribution à ces réflexions, en vous remerciant, vous, Madame la Préfète, en remerciant la région et le département d'être à nos côtés, nous voulons former le vœu que l'année qui s'ouvre soit une année de dialogue, une année d'efficacité, une année de progrès, une année d'écoute, une année de solidarité, une année de complémentarité, une année pendant laquelle, grâce à la Seine-et-Marne et grâce à nous tous, la France pourra progresser. Merci à vous. Un gros problème, c'est qu'on ne voit pas clair sur le pupitre. Et avec ce projo dans les yeux, c'est vraiment terrible. Je vais essayer. Si j'avais su, j'aurais amené une lampe de poche. Madame le préfet, bienvenue en Seine-et-Marne. Oh, ça va aller, hein, ça, oui, ça, attends, je vais tenir ça. Il y a de la batterie dedans, hein, bon. C'est bon. Monsieur le président de l'Union des maires, cher Guy, que je remercie pour son invitation, et je voudrais saluer également tous les élus qui travaillent pour cette belle union des collectivités seine-et-marnaises, et remercier aussi Valérie Lacroute, qui est là et qui a œuvré avant. On peut l'applaudir. Mesdames, Messieurs les sénateurs, et à mes salutations s'ajoutent mes félicitations. Madame la vice-présidente de la région, chère Anne, mon cher Gilles Bataille qui nous accueille dans sa bonne ville de Damary, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames, Messieurs les vice-présidents du conseil départemental, Mesdames, Messieurs
les conseillers départementaux, chers collègues, Mesdames, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames, Messieurs les maires, maires adjoints, présidents d'intercommunalités, présidentes aussi, et conseillers communautaires, chers élus municipaux, nos pompiers, nos forces de sécurité, policiers, gendarmes, Mesdames, Messieurs les chefs des services de l'État et des collectivités, et permettez-moi de saluer Monsieur Dahan, directeur des finances publiques, qui nous quitte pour aller dans les Yvelines et avec qui j'ai eu plaisir à travailler. Mesdames, Messieurs, chers amis, tous les élus sénatoriaux qui sont dans cette salle sont autant d'observateurs et d'acteurs de la vie publique. Acteurs, vous l'êtes au quotidien, 24 heures sur 24, quelle que soit la taille de votre collectivité. Vous savez que pour mener à bien votre mission, aussi ingrate qu'exaltante, vous n'êtes pas des acteurs solitaires. Vous ne pouvez pas administrer dans le cadre d'un monologue. Vous avez besoin d'échanger. Vous avez besoin d'expertise. Vous avez besoin d'appui financier tout autant que de visibilité pour nos budgets et vos budgets. Mais par-dessus tout, vous avez besoin de confiance. Et si possible, sait-on jamais, vous avez besoin de respect. Je forme le vœu, chers collègues, que tous ces ingrédients ne s'effacent pas. Malheureusement, ces dernières années, comme ces derniers mois, ne nous ont apporté ni moyens, ni véritable échange, ni visibilité d'un budget à l'autre, et de tout cela découlent de sérieuses lacunes en matière de confiance. La Conférence nationale des territoires est certes engagée, mais déjà, les régions de France ont quitté le tour de table hier. Il est vrai qu'on leur a enlevé 500 millions. Pour ce qui est du nerf de la guerre, voici qu'après le gel des dotations sous M. Sarkozy, les 23 milliards de baisse de dotations sous M. Hollande, s'annonce une baisse de 13 milliards sous M. Macron. Sur le front des normes qui nous freinent, qui nous asphyxient, il faut absolument marquer le pas. L'année dernière, figurez-vous, 544 textes ont eu un impact sur les collectivités territoriales. 270 depuis le début de cette année. En 2016, alors que 3 milliards d'euros disparaissaient des dotations de l'État, les normes nouvelles coûtaient près d'1,5 milliard aux communes et aux départements. Sur le plan institutionnel, voici qu'après les bouleversements du paysage intercommunal, réalisés, il est vrai, l'épée dans les reins, la modification du contour des cantons, la création du binôme des conseillers départementaux, tout ceci d'ailleurs décidé de manière péremptoire, voici qu'on viendra bientôt nous parler de la disparition, ça s'est arrêté, je suis embêté, de la disparition de la taxe d'habitation. C'est un gros problème parce qu'il n'y a vraiment pas de lumière. J'ai dû appuyer, enfin bon. Tu peux me le remettre? Vous n'avez pas de lumière à Dame-Marie? Bon. Ah, merci. Et en plus, c'est quelqu'un d'Enedis qui me sauve. Donc merci bien. Merci beaucoup. Voici donc la disparition de la taxe d'habitation. À ce sujet, d'ailleurs, elle a beau être un impôt inéquitable, elle n'en est pas moins un levier fiscal à la main des élus locaux et un lien physique entre les citoyens et la gestion de leur collectivité. On nous dit qu'elle serait remplacée par une dotation. Autrement dit, moins de décentralisation,
et plus de dépendance à l'égard d'un État impécunieux. Quant au dialogue et à la relation de confiance, pour l'instant, il est inauguré par la réduction des emplois aidés, quasiment par effet de surprise. Au final, chers collègues, moins de moyens, plus de normes, peu de dialogue, nous ne vivons pas l'acte 3 de la décentralisation, mais l'acte 1 de la recentralisation. Chers amis, avec vous, je vous affirme qu'il nous faut la liberté fiscale parce qu'il nous faut la liberté de nos projets, qu'il nous faut des péréquations équitables qui ne soient pas des pénalités pour les bons gestionnaires, qu'il nous faut de la visibilité pour bâtir sereinement dans nos villages et dans nos villes des projets qui courent sur plusieurs années. Et puis chez nous, en Île-de-France, il nous faut de la visibilité sur nos frontières et sur nos compétences. Ces doutes, ces petits pas, ces bruits de couloir sur les évolutions de la métropole du Grand Paris, sur le fait qu'elle dévore ou non les départements, sur le fait qu'elle mette main basse ou non sur les richesses de nos territoires. Toutes ces incertitudes, toute cette absence de concertation ne sont que des freins à nos projets, à nos perspectives. Alors oui, je le dis, tout ceci est insupportable. Les élus de la Seine-et-Marne, comme tous les élus de la République, ont besoin de clarté, d'écoute, de confiance. Comme vous, je souhaite me réjouir de tous les succès à venir de notre pays. Mais ces succès n'auront toute leur chance que dans le cadre de liens étroits et performants avec les territoires. J'ai bien l'impression, et cela n'engage que moi, que la page en la matière est encore une page blanche. Alors, localement, il nous faut être les acteurs de cette confiance déjà entre nous. C'est en cet esprit que le département est désormais en ordre de marche, après les efforts que vous savez, pour être le partenaire des projets de vos villages et de vos villes. Il est engagé dans une vraie démarche prospective pour que nous fixions collégialement un cap à notre territoire. Je pense bien sûr au livre blanc, engagé en mars dernier et qui produira ses premiers effets concrets dès janvier prochain. De l'échange, des moyens, de la matière grise pour vos projets, de l'expertise pour vos dossiers, de la lisibilité pour notre territoire, croyez bien que le département sera présent sur tous ces fronts. Après le succès du Bureau des collectivités locales, véritable porte ouverte du département à destination des élus, après le succès des nouvelles politiques contractuelles que j'ai mis en place, qui sont d'ailleurs un tel succès qu'elles m'inquiètent un peu sur le plan budgétaire, puisque nous sommes à plus de 50 millions d'euros portés auprès des communes et des intercommunalités. Eh bien, après tout ça, le conseil départemental va encore innover. C'est ainsi, et vous l'avez vu sur notre stand, très beau stand, qu'il crée une agence d'attractivité en lien étroit avec la région, chère Anne, au service du développement économique et touristique, qui, dans mon esprit d'ailleurs, ne font qu'un, au service du rayonnement et de la notoriété de la Seine-et-Marne, comme dirait une publicité, parce que nous le valons bien, au service du dialogue avec le monde économique, car rien ne se fait et rien ne se fera sans cette connivence entre ceux qui administrent et ceux qui produisent. Et puis, le département va créer son agence d'appui au territoire seine-et-marnais. Elle concentrera cette agence
tout ce que le conseil départemental et les organismes qui lui sont rattachés regorgent en matière d'expertise et d'ingénierie. Cette démarche sera utile pour le département lui-même, mais cette nouvelle force, il va la mettre au service des communes et intercommunalités de Seine-et-Marne. Il mettra à votre disposition une véritable panoplie de savoirs et de services pour faire avancer vos réflexions et vos projets. Au même moment, le conseil départemental installera, et c'est une première du genre dans notre pays, un conseil stratégique pour la croissance et le développement de la Seine-et-Marne. Les chambres consulaires, les représentants des grandes entreprises, des grandes filières, des experts de l'État s'y retrouveront pour éclairer les décisions que nous prendrons à l'avenir afin qu'elles servent toujours le développement et l'emploi sur notre territoire. Mes chers collègues, en un mot, il faut que nous soyons plus forts à l'intérieur pour être plus forts à l'extérieur. C'est la Seine-et-Marne qui est la terre des possibles pour le développement de la métropole. C'est la Seine-et-Marne où la démographie est la plus dynamique d'Île-de-France. Alors, il faut donner les moyens à la Seine-et-Marne de faire progresser ces territoires, de les faire dialoguer entre eux, de les faire se rapprocher par consentement mutuel. Alors, il faut donner à la Seine-et-Marne les moyens de former ses enfants sur son sol en adaptant et en multipliant les formations. C'est pour cela que je viens de travailler et de faire établir le projet du futur schéma régional des formations. Faire progresser ces territoires, les faire dialoguer entre eux, il faut en même temps faciliter les déplacements de ceux qui étudient et de ceux qui travaillent. C'est ce que je viens d'obtenir auprès du STIF, aujourd'hui Île-de-France Mobilité, au travers du transport à la demande. Mais c'est à vous maintenant de me faire remonter vos besoins en la matière. Présent sur les questions de transport, de formation, d'offres médicales, présent sur les infrastructures routières, encore 51 millions d'euros injectés en 2017, présent sur les solidarités pour les plus fragiles, présent auprès des communes les plus petites comme auprès des intercommunalités les plus importantes, le département ne peut pas être uniquement la banque des projets territoriaux. Il doit apporter plus. Ses observatoires, ses ingénieurs, sa vision macroéconomique, son implantation territoriale, son réseau avec la région et les régions voisines. Départements, intercommunalités, communes ont en Seine-et-Marne un destin intimement lié. Dès janvier prochain, il y aura à votre disposition, mesdames et messieurs les maires et présidents de PCI, plus de départements, plus de solidarité territoriale, plus de moyens pour partager des projets plus ambitieux. Certes, je l'ai dit en préambule, il y a des doutes, des déceptions, des freins, mais les 510 communes du département de Seine-et-Marne, les 25 intercommunalités et le conseil départemental peuvent et doivent réussir, à condition qu'ils sachent additionner leur ambition, additionner leurs forces et créer de la connivence. Toutes ces entités ne seront pas les strates d'un épais millefeuille, mais bien au contraire, une force incontournable pour le développement, le rayonnement et le devenir d'une Seine-et-Marne que nous chérissons et que nous avons en partage. Chers amis, j'aime nos communes parce qu'elles nous ressemblent. Je crois en nos intercommunalités parce qu'elles nous rassemblent. Je crois en notre département parce qu'il unit l'ensemble. Il n'y a
qu'avec vous, devant un gouvernement qui peut nourrir des projets à notre place, devant une métropole qui ignore elle-même ses contours, aux côtés d'une région qui peut avoir ses propres contingences, mais avec qui nous travaillons bien, il n'y a qu'avec vous, élus de ce territoire, que je peux dire avec force, avec conviction et avec confiance, vive la Seine-et-Marne. Je vais te donner. Merci beaucoup, Enedis. Hein. Voilà, ma chère Anne. Voilà. Nous sommes des élus branchés. Madame le préfet, je crois que vous appréciez qu'on vous appelle comme cela. Monsieur le président du conseil départemental, cher Jean-Jacques, monsieur le président de l'Union des maires de Seine-et-Marne, cher Guy, monsieur le maire, cher Gilles, mesdames et messieurs les maires et présidents de PCI, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour représenter notre présidente de région qui aujourd'hui est à Chelles cet après-midi et qui me charge bien sûr de l'excuser. Elle sera demain de nouveau en Seine-et-Marne à Burcy, donc au sud du département, l'extrême sud, pour inaugurer une nouvelle filière ovine qui bien promet de faire parler d'elle. Nous avons un savoir-faire sénémarnais qui bien sûr deviendra un savoir-faire francilien. Ici, à Damary-Lily, c'est la 4e édition, une qui a été portée par Michel Well, une autre par Jean-Jacques Barbeau, une autre par Valérie Lacroute et enfin celle de cette année par Guy Geoffroy, notre ami. Nous saluons bien sûr le travail qui a été effectué dans les années précédentes et je suis extrêmement heureuse de retrouver Guy qui reprend ce qu'avait fait Valérie de très important avec une nouvelle conception de ce congrès des maires qui, on le sait, est un rendez-vous extrêmement important pour nous tous. L'idée est bien entendu que je vous décline les politiques régionales. Nous avons depuis bientôt 2 ans vécu une alternance à la région et ce que nous avons mis en place n'est pas de nature à nous faire rougir, bien au contraire, tant nous aimons notre beau département qui à lui seul, je le rappelle, bien sûr, est la moitié de l'Île-de-France avec 2/3 de son territoire totalement rural et l'autre partie très urbaine. Vous vous souvenez sans doute que nous avons pris un engagement fort en direction des territoires ruraux, qui sont ceux qui sont déclinés dans le pacte rural avec une définition de la ruralité que nous nous sommes bien gardés d'appliquer sur les territoires, de telle sorte que certaines politiques puissent s'adapter tant à la périphérie, l'extrême périphérie des départements de Grande Couronne, comme au sein des villes de l'Île-de-France. Le problème majeur, nous l'entendons tous et nous le vivons tous, c'est le problème de la mobilité. Pour désenclaver la Grande Couronne, et particulièrement les territoires ruraux, il faut d'abord un réseau de transport moderne, fiable, et qui n'oublie personne, ni aucun territoire, ni aucun mode de transport. C'est l'objectif de la révolution des transports que nous nous sommes fixés avec notre présidente Valérie Pécresse et Stéphane Baudet, le vice-président, qui est en charge de cet important dossier. Nous avons lancé en priorité tout un tas de mesures phares, essentiellement la modernisation complète des rames RER et Transilien. Sur la ligne R du Transilien, 42 nouvelles rames, toutes neuves, à 2 étages, seront livrées. Les premières rames arriveront dès ce mois de décembre 2017. Des rames qui seront connectées, autrement dit dans lesquelles il sera facile de travailler, mais surtout des rames climatisées l'été et chauffées l'hiver. Je sais que les uns et les autres, vous voyez parfaitement de quoi je veux parler. C'est enfin la fin d'un certain calvaire que nous avons vécu dans les petits gris ou dans des trains qui n'étaient malheureusement pas du tout adaptés. Et cela fait très probablement au moins 20 ans que les habitants du sud de Seine-et-Marne les attendaient. Sur la ligne A du RER,
Paris-Marne-la-Vallée, nous avons équipé 100% de la ligne en train à 2 niveaux dès cette année. Les nouvelles rames offrent 30% de capacité pour accueillir les 1,2 million de voyageurs quotidiens. D'ailleurs, quand nous avons battu la campagne, très récemment, nous avons entendu des usagers nous dire à quel point ils étaient heureux de cette modernisation et de ce changement. Sur la ligne E du RER, Paris-Chelles-Tournant, nous avons signé le contrat du siècle avec la SNCF, Alstom et Bombardier de 3 750 millions d'euros qui prévoit 255 rames neuves, dont 130 rames neuves pour le RER E. Les premières commandes ont été signées en janvier dernier et les premières rames circuleront en 2021. Au sujet de la fameuse ligne P, celle dont on parle beaucoup, en attendant son électrification dont le chantier est en partie commencé, Île-de-France Mobilité louera 2 nouvelles rames dès décembre 2017 pour pallier les difficultés liées à la fois aux commandes, aux travaux. Et elles sont louées, ces 2 nouvelles rames, à la région Grand Est. Une mesure rapide qui nous permettra de gérer au mieux les difficultés rencontrées par les voyageurs. Une meilleure mobilité, ce sont aussi le développement des parkings relais. Prochainement seront inaugurés les parkings relais à Longueville et Moret, financés à 75% via le STIF. Et je me tourne bien sûr vers Jean-Jacques, qui est premier vice-président de ce STIF, extrêmement actif au sein de ce syndicat pour défendre nos intérêts, nous, les Seine-et-Marnais. Cela représente 8 millions d'euros à Moret et 6 millions à Longueville. Une meilleure mobilité, c'est aussi limiter la mobilité et rester au plus près de son lieu d'habitation. Pour cela, la région Île-de-France accompagne fortement les initiatives de coworking. Et je crois que pour notre département, c'est particulièrement important. Je tiens également à signaler, pour sillonner les départements de Grande Couronne, et je me tourne à nouveau vers les élus qui ont porté la responsabilité de cela, à quel point la Seine-et-Marne est en avance sur l'aménagement numérique et à quel point vous avez été les uns et les autres des décideurs importants lorsque vous vous êtes associés à cet important syndicat d'aménagement numérique. À titre d'exemple, la région a accompagné en 2017 l'espace de coworking situé au sein de la gare de Chelles à hauteur de 115 000 €. C'est celui justement que notre présidente inaugure aujourd'hui. D'ici à la fin du mandat, la région souhaite accompagner 150 espaces pour une enveloppe globale de 8 millions d'euros. Nous savons les uns et les autres à quel point ces espaces de coworking sont des réponses, une façon de faire évoluer les modes de vie, bien sûr, une façon de faire en sorte qu'il y ait une économie locale qui se développe. Enfin, un mot sur le plan anti-bouchon, qui prévoit près de 35 millions d'euros pour la Seine-et-Marne, notamment pour la liaison Meaux-Roissy ou le contournement de Melun. Je n'oublie pas la mise à grand gabarit de la Seine, entre Bray et Nogent-sur-Seine, afin d'obtenir un débouché à l'export pour les céréaliers du département. Là aussi, la région, accompagnée du département, est tout à fait partie prenante. Nous avons décidé, avec les départements de Grande Couronne, de reformer, de refondre les politiques contractuelles. Et je rends hommage, une fois de plus, aux équipes et à mes homologues dans les 4 départements de Grande Couronne, et notamment à ceux de la Seine-et-Marne, avec lesquels nous avons pu créer de nouveaux contrats simplifiés, en levant tous les verrous, toutes les difficultés, toutes les contraintes, toutes les conditions, faire en sorte que les présidents de PCI, les maires et les équipes aient des outils bien à leurs mains, de telle sorte que cela puisse répondre aux besoins en investissement de leur commune. Nous avons travaillé étroitement avec Chantal Joanneau pour définir le nouveau contrat d'aménagement régional qui intervient sur les communes de plus de 2000 habitants et les EPCI, tant aux confins extrêmement ruraux des départements, aussi bien qu'au cœur des villes. Après un montant record d'affectation sur les nouveaux contrats ruraux, ce sont près de 8 300 000 en 2016, permettant de rattraper l'important retard que la région avait pris les années passées sur les votes. Il y avait, vous vous souvenez, des difficultés à harmoniser ces politiques entre départements et régions, et l'instruction qui a été confiée aux départements
nous permettent de considérablement faire avancer les choses et de simplifier toutes les démarches. C'est la totalité de notre budget de 9 millions qui sera engagée pour 2017, qui va être consommée avec cette première année de mise en œuvre du nouveau contrat rural. Et cela va pouvoir bénéficier aux territoires ruraux franciliens, donc bien sûr la Seine-et-Marne. Ce montant représente une contractualisation avec 52 communes, dont 44% sont situées en Seine-et-Marne. Vous voyez, c'est très important. Ça correspond d'ailleurs approximativement à la proportion de la Seine-et-Marne en Île-de-France, afin de les aider sur de nombreuses actions. Ce sont les équipements scolaires, périscolaires, les mises en accessibilité des bâtiments publics, la valorisation des aménagements urbains, les aides aux logements municipaux. Voilà ce qui ressort des différentes candidatures. Nous avons eu de nouveaux contrats ruraux seine-et-marnais. Je peux citer des endroits où nous étions pour couper le ruban avec grand plaisir. Pézarches, Villiers-Saint-Georges, Gouverne, Banneau-Villegagnon, Charny, Coulombe, Dammartin-sur-Tigeot, Sassy, Saint-Siméon et Tancroux. Ce sont des exemples et bien entendu, il y en a d'autres à venir. Avec ces nouveaux contrats ruraux, les 6 contrats d'aménagement régionaux négociés avec les communes de Seine-et-Marne pour un montant de plus de 5 millions d'euros, je veux citer Hérisy, Juilly, Pertan-Gâtinais, Saint-Souplet, Crégis-les-Maux, Montigny-sur-Loing, Pomponne et Pringy. Vous voyez, tout cela avec une cohorte de bien d'autres vont permettre de faire avancer les choses. Nous avons mis en place également le dispositif de sauvegarde de commerce de proximité en milieu rural qui est plébiscité par les entreprises et par de nombreux maires. On sait que ce dispositif est utilisable que ce soit par les propriétaires de commerce, aussi bien que par les maires, aussi bien que par les présidents de PCI. Nous avons vécu, vous vous en rappelez, pas si loin d'ici, une période d'inondation absolument catastrophique avec de nombreux commerces qui ont été sinistrés. Je regarde Madame l'ex-maire de Nemours, maintenant qu'elle est concernée par le cumul des mandats, mais en tout cas, je sais que Nemours a bénéficié de nombreux contrats et aussi de nombreuses communes, des villages sinistrés, de nombreuses communes également de villages qui n'étaient pas sinistrés. Nous avons créé ce fonds le 7 juillet 2016 et il correspond à toutes les situations. À ce jour, nous avons pu aider 59 commerces à se créer ou à se maintenir en centre-bourg. C'est une réponse, bien sûr, qui est apportée par notre région aux territoires ruraux. Et à 15 communes, nous avons pu aussi allouer cette aide pour aménager leur centre-bourg, accompagner dans le maintien ou le développement de leur commerce pour un montant de subvention régionale de plus de 2 700 000 €. En Seine-et-Marne, ce dispositif, dès sa création, a permis de soutenir 28 commerçants, soit près de la moitié du total régional. Je veux citer les communes de Vaudois-en-Brie, Coubert, Forges, Saint-Cyr-sur-Morin, Farmoutier, qui sont aussi d'autres exemples. Il faut ajouter aussi des projets qui sont en cours à Messy, Chessy, Machault, Doux et Juilly, et qui sont susceptibles d'être aidés au cours de l'année 2018. Dans ce contexte de rigueur budgétaire, imposée violemment par le gouvernement à nos communes, l'aide de la région, on le sait, est indispensable. Et nous pouvons vous aider à développer de nombreux projets d'aménagement. Nous avons lancé 2 dispositifs très novateurs. J'ai tenu vraiment à vous en rendre compte aujourd'hui parce que, en Seine-et-Marne, vous avez été très peu nombreux à saisir les opportunités. Il s'agit du plan 100 quartiers écologiques qui ont été portés par ma collègue Chantal Joanneau. Nous avons voté une aide de 235 millions d'euros pour aider les collectivités à implanter autour d'une offre de logements neufs des activités, des services de proximité, des liaisons de transport, des espaces verts, tout simplement des lieux de vie autour de ces logements neufs qui sont quelque part et très souvent dépouillés à la fois de charme et d'activités locales. Cela concerne aussi bien les projets en zone urbaine que dans les territoires ruraux, ce que je vous disais tout à l'heure. En 2017, à l'occasion des 2 premiers jurys, la région a d'ores et déjà voté 47 millions d'euros pour les 29 lauréats des 2 premières sessions, dont un seulement en Seine-et-Marne, pour le quartier de l'Ancre de Lune à Trilleport.
Je profite donc de cette occasion pour vous dire qu'il faut vous renseigner. Vous avez dû recevoir la brochure de toutes les aides qui sont allouées par la région. Renseignez-vous, tournez-vous vers vos conseillers régionaux qui sont à peu près territorialisés sur toute la Seine-et-Marne pour aller vers ces très très beaux projets. Il y aura seulement 3 projets qui seront développés en Seine-et-Marne pour 2018, donc vous voyez, on a encore du chemin à faire. Le second dispositif, c'est celui des initiatives d'urbanisme transitoire. C'est également extrêmement intéressant lorsqu'il s'agit d'aménager de petites friches ou d'investir un patrimoine bâti qui a été délaissé. Alors, bien entendu, nous avons tous des idées derrière la tête. Il y a des patrimoines tant industriels qu'agricoles qui sont quelquefois laissés en friche. C'est une façon de proposer des services, des équipements, d'accueillir des manifestations culturelles ou artistiques éphémères. C'est un très beau dispositif sur lequel également je vous propose de vous pencher. La prochaine session ouvrira début 2018. La Seine-et-Marne est une région touristique. Nous mettons en place, avec Frédéric Valtou, qui est président du CRT, et Othman Nasrou, vice-président en charge du tourisme, eh bien, un nouveau schéma directeur touristique pour plus d'efficacité, de cohérence et de compétences, dans lequel, bien sûr, la Seine-et-Marne a toute sa place avec les importants enjeux qui nous attendent, notamment concernant les Jeux Olympiques. Il faudra, bien sûr, que nous soyons une vitrine du tourisme francilien. Je n'oublie pas non plus le campus des métiers, les qualifications de l'économie touristique de Paris-Val d'Europe. C'est un projet majeur pour la Seine-et-Marne, pour l'attractivité de l'Île-de-France, que notre région accompagne. La région, et là je me tourne vers Geneviève, la vice-présidente en charge de ces politiques au département, eh bien, sont aussi les lycées. Avec quelques exemples. Le lycée Charlotte Delbault à Dammartin-en-Goël que nous venons d'inaugurer ensemble, cher Michel. Un nouvel internat de ce lycée a été ouvert en 2013 et propose des formations en adéquation aux demandes. Les travaux qui ont duré plus d'1 an consistaient à créer un internat de 80 places. Ce nouvel internat a été inauguré le 7 septembre. Nous avons le lycée Émilie du Châtelet à Séris, chantier de la 2e tranche du lycée, 400 places, et de l'internat de 120 places, qui devrait s'achever au mois de décembre, si tout va bien. C'est un équipement extrêmement structurant de la ZAC du centre urbain du Val d'Europe. Il répond aux besoins des nouveaux habitants des communes de Séris et de Chessy. Enfin, une extension du lycée Becquerel de Nangy, Chernolwen, avec laquelle nous avons visité ce lycée, avec également Jean-Louis, qui était présent, est prévu ainsi que celui du lycée Émilie-Brontë à Logne et du lycée Couperin à Fontainebleau. Enfin, l'ambition de la région est forte en ce qui concerne la culture. Notre slogan est « La culture partout et pour tous en Île-de-France ». Notre présidente, accompagnée de sa vice-présidente Agnès Evren, en charge des politiques culturelles, souhaite qu'un maximum de franciliens aient accès à la culture. Pour cela, nous avons rééquilibré l'offre culturelle en direction de tous les territoires franciliens et en particulier de la Grande Couronne, en accompagnant les grands rendez-vous culturels hors Paris. Cela, bien sûr, vient en accompagnement des belles politiques culturelles qui sont développées avec et par le département. Nous avons notamment la rénovation du théâtre de Chelles, l'accompagnement de la région au festival Montreux Confluence. Je pense aussi au festival Série à Fontainebleau, sans oublier les îles de loisirs qui sont gérées par la région cet été, où de nombreux des événements culturels se sont déroulés, et notamment à Vert-Orcy. Enfin, un dernier mot pour le sport. La région accompagne, avec notre vice-président Patrick Caram, un certain nombre de collectivités pour le renouvellement d'équipements sportifs. En 2017, ce sont par exemple 800 000 € pour la réhabilitation de la piscine à Comble-la-Ville, cher Guy, 800 000 € pour la construction d'un centre aquatique à Champs-sur-Marne, sur un budget annuel total de 2 500 000 pour le plan piscine, la rénovation du City-Stade et un mini-golf de l'île de loisirs de Vert-Orcy. Et une fois de plus, dans le cadre des futurs Jeux olympiques, la région s'engagera aux côtés du département et des différents financeurs pour la réalisation du grand stade nautique de Vert-Orcy. L'investissement sera de 64 millions d'euros. Alors,
toutes ces politiques et cette liste à la Prévert de ce que nous avons pu décliner en presque 2 ans, vous vous en doutez, Madame le Préfet, ce ne sera pas suffisant pour venir en totalité aider les collectivités. Même si départements et régions marchent la main dans la main avec les communes et les EPCI, je pense que les décisions qui ont été prises de façon tout à fait unilatérale, verticale, autoritaire, sont décidées sans probablement savoir ce que cela représente de boucler un budget communal chaque année, de faire en sorte de répondre aux besoins des habitants, aux compétences qui sont les nôtres, chacun dans nos qualités, bien entendu. Et il va falloir sérieusement se pencher sur la question, parce que nous aurons beau mettre quelques centaines de milliers d'euros sur des projets, nous n'arriverons pas à nos fins si l'État vient à manquer cruellement, et si l'État vient à apporter de plus en plus de contraintes, de plus en plus, tout simplement, d'une forme de chantage à différentes communes et collectivités. Donc il faudra que les uns et les autres, nous soyons capables de porter haut et fort la voix de nos collectivités. Nous le ferons ensemble. Comptez sur nous pour vous y aider. Merci. Monsieur le Président de l'Union des maires et des présidents de PCI de Seine-et-Marne, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les maires, adjoints, conseillers municipaux, présidents des établissements publics de coopération intercommunale, Mesdames, Messieurs. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de participer pour la première fois à ce congrès des maires et des présidents de PCI de Seine-et-Marne. C'est un événement qui constitue un moment d'autant plus important que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous rencontrer tous, du fait de mon arrivée récente dans le département, mais également de la période de réserve qui a précédé les élections sénatoriales. Je suis donc totalement en phase de découverte de la Seine-et-Marne, plus grand département d'Île-de-France, qui connaît à la fois les problématiques urbaines et rurales, un dynamisme sur le plan démographique, économique, mais aussi politique. Je mesure déjà, néanmoins, les spécificités de ce territoire et je me réjouis du travail que nous aurons à mener ensemble ces prochains mois. Car si l'année 2017 aura été marquée par de multiples échéances électorales, il s'agit désormais de mettre en œuvre la politique du président de la République et de sa majorité. À cet égard, votre congrès m'offre l'opportunité de revenir sur les chantiers auxquels nous allons devoir nous atteler collectivement. Je tiens donc à vous remercier, Monsieur le Président de l'Union des maires, pour votre invitation à cet événement. Et nous ne nous sommes pas concertés, mais à part un sujet que vous avez évoqué, je pense que j'aborde pratiquement tous les sujets que vous avez présentés dans votre discours. Alors évidemment, en premier lieu, il me semble bien sûr essentiel de revenir sur un sujet qui vous préoccupe, les financements de l'État aux collectivités. À l'occasion de la première conférence nationale des territoires, le président de la République a énoncé sa volonté de bâtir un pacte de confiance entre les pouvoirs locaux et l'État qui déterminera nos méthodes de travail communes. Il n'y aura pas de nouveau grand soir institutionnel. Le gouvernement a entendu votre demande de pause. C'est une relation de confiance, de responsabilité, au plus près de la réalité que nous devons construire. C'est le choix du président que de vous associer à la prise de décision dans les domaines qui vous concernent. Et c'est bien la méthode que j'appliquerai avec vous dans le département. Je souhaite que les services de l'État en Seine-et-Marne vous accompagnent dans vos évolutions et dans ces défis que nous aurons à relever ensemble. Ainsi, c'est un véritable pacte financier que l'État veut nouer avec vous. Avant toute chose, il me semble important de clarifier la régulation budgétaire qui a eu lieu cet été. Vous le savez, les dotations d'investissement ont augmenté de 1,2 milliard ces 2 dernières années. Sur ces 1,2 milliard, le gouvernement a effectivement annulé pour cette année 300 millions d'euros. Cette annulation de crédit a porté
uniquement sur des projets non encore engagés. Or, en Seine-et-Marne, comme tout était pratiquement engagé, nous avons été extrêmement peu touchés par cette mesure. Pour les années à venir, d'autres mesures seront prises. Vous connaissez la situation des finances publiques, vous savez qu'elle n'est pas soutenable. Le Premier ministre a été clair, nous devons diminuer notre montant de dépenses publiques. Et les collectivités territoriales doivent prendre leur part à cet effort. Le gouvernement n'a pas souhaité recourir à une baisse brutale des dotations. Il préfère adopter une méthode partenariale et en appeler à votre sens des responsabilités. Il ne s'agira en aucun cas d'une baisse nette de votre dépense locale. C'est une maîtrise de la hausse de la dépense que nous attendons de vous, ce qui est bien différent. Oui, vos dépenses vont bien continuer à augmenter en valeur absolue, mais elles devront augmenter moins rapidement. Pour 2018, après 3 ans de baisse nette de la dotation globale de fonctionnement, de l'ordre de 9,3 milliards, les concours aux collectivités territoriales ne baisseront pas. Ils seront même en hausse au global de près de 384 millions d'euros. C'est un choix très fort du président de la République et du gouvernement. 2018 sera en quelque sorte une année de transition pour travailler sur la méthode partenariale proposée. L'investissement public local est vital pour notre croissance économique, particulièrement, je dirais, en milieu rural. C'est pourquoi l'État continuera d'investir massivement sur les territoires. Les dotations d'investissement qui avaient augmenté de manière tout à fait exceptionnelle ces 2 dernières années vont être pérennisées. Je pense en particulier au FSIL et à la DETR renforcée. Elles seront mobilisées pour mettre en œuvre les contrats de ruralité et pour financer les investissements nécessaires à la transformation de nos territoires. Pour mémoire, dans notre département, en 2017, ce sont 24 millions d'euros d'investissement qui ont irrigué vos territoires. Je souhaite par ailleurs vous rassurer sur les conséquences de la réforme de la taxe d'habitation. C'est aujourd'hui un impôt doublement injuste. Il pèse particulièrement sur les classes populaires et moyennes. Il est souvent plus élevé dans les communes pauvres que dans les communes riches qui ont d'autres ressources à leur disposition. Cette injustice doit être réparée. D'ici à 2020, 80% des foyers soumis à la taxe d'habitation n'auront plus à la payer. Mais le Premier ministre l'a assuré et je le redis, il n'y aura pas d'impact pour les collectivités. L'État procédera par voie de dégrèvement, c'est-à-dire qu'il paiera à la place du contribuable local. À l'issue de la réforme, la compensation sera calculée en 2020 sur la base des taux votés en 2017. Cette même méthode partenariale sera appliquée pour déterminer le cadre des relations entre l'État et les collectivités territoriales. Car les efforts en matière d'architecture interinstitutionnelle doivent se poursuivre. S'agissant de l'intercommunalité, des progrès conséquents ont été faits. Vous êtes passé d'une carte complexe et incomplète avec 40 EPCI à fiscalité propre à 25 EPCI organisés selon une structuration cohérente. J'ai vu la vigueur de ces projets lors de la commission départementale de coopération intercommunale qui s'est tenue ce lundi et je sais qu'il y en a d'autres en gestation pour renforcer la taille de vos EPCI. Chaque fois que des initiatives seront prises par les élus, mes services accompagneront ces mouvements. Mais ils n'accompagneront que les initiatives. Dans le chantier de l'intercommunalité, je souhaiterais aussi évoquer l'adaptation du nombre de syndicats aux missions qui sont les leurs. Vous en avez parlé, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord évoquer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, plus connue sous le nom de GEMAPI. Cette compétence entre en vigueur dans quelques mois, le 1er janvier 2018. Les inondations de l'an passé ont démontré les conséquences d'une gestion peu organisée du risque inondation. Ces regroupements s'inscrivent dans une logique de bassin qui dépasse parfois les frontières départementales. Or, la Seine-et-Marne compte une 50aine de structures syndicales, souvent dotées de peu de moyens et pour la plupart ne disposant pas encore de toutes les compétences statutaires requises. Et malgré cela, bien des cours d'eau demeurent sans syndicat. Je sais que le travail est engagé et vous avez su avancer avec l'aide des services de l'État et du département, très impliqué dans sa politique de l'eau.
À ce jour, 8 procédures de fusion concernant 19 syndicats sont engagées ou en voie de l'être. Sur les secteurs complexes, des études de gouvernance, en cours ou à lancer prochainement, devraient proposer d'autres regroupements. Je souhaite que nous allons au-delà. Notre objectif d'ici fin 2018, c'est de poursuivre en transformant les syndicats de rivière en syndicats de bassin, dotés de statuts homogènes, intégrant l'ensemble des compétences GEMAPI, compétents sur la totalité de leurs territoires respectifs, hormis pour le moment les grands axes tels que la Marne et la Seine. Dans un domaine connexe, celui de l'eau potable, mes services sont recensés à la date de la fin de l'année 2016. 54 syndicats de distribution, 9 syndicats de transport ou de production, sans compter les services communaux également impliqués. Il faut conduire un travail de rationalisation de ces structures qui gèrent l'eau dans le département, a fortiori dans la perspective du transfert de ces compétences aux EPCI. C'est un impératif pour faire face à l'accroissement de la population, au nécessaire renouvellement des réseaux, aux défis climatiques et aux exigences légitimes de qualité de l'eau des Seine-et-Marnais. J'ai demandé au sous-préfet de préparer, avec la direction départementale des territoires, le conseil départemental et l'union des maires, dès cet automne, le transfert de compétences prévu par la loi au 1er janvier 2020 pour l'eau potable et l'assainissement. Nous n'avons que 2 ans. C'est très court pour des sujets d'une très forte complexité. Il y a urgence à déterminer la meilleure organisation dans notre département, à simplifier, mais aussi à éviter des éclatements de syndicats qui peuvent menacer la continuité de service. Mais là encore, je souhaite que nous travaillions main dans la main. Et mes services sont là pour vous aider, ainsi que la direction départementale des finances publiques, dont le rôle est majeur dans cet exercice. Je voulais moi aussi saluer M. Dahan, dont c'est le dernier congrès des maires, qui va partir de l'Est à l'Ouest dans quelques jours maintenant. S'agissant des communes, je voudrais être très claire. Le gouvernement n'a rien dans ses cartons. Pas de grand soir, pas de plan secret. Arrêtons les fantasmes, nés des rumeurs infondées qui ne servent pas leurs auteurs. L'Association des maires de France, votre association, puisque vous êtes rattachés à des associations départementales qui elles-mêmes sont membres de l'Association des maires de France, a porté, c'est une initiative de l'Association des maires, depuis 2010, par voie de proposition de loi ou d'amendement, la possibilité pour des communes de s'unir si elles le souhaitent et de se constituer en communes nouvelles. L'État n'intervient pas dans ce processus que pour acter, par voie réglementaire, cette volonté des communes. Si vous ne voulez rien faire, il ne se passera rien. Dans ce département, Moret-Loing et Orvannes se sont ainsi constitués en communes nouvelles. Là encore, je vous le dis, si des initiatives voient le jour, on sera à vos côtés pour vous accompagner avec les services de la préfecture. De cette capacité à mieux nous organiser dépendra aussi l'avenir de la Seine-et-Marne vis-à-vis du Grand Paris. Ce sujet, j'ai bien entendu lors des tables rondes, vous tient à cœur. Une feuille de route va être définie, en concertation avec les acteurs concernés, pour porter une nouvelle ambition et un calendrier accéléré. Le président de la République a insisté sur son souhait d'éviter les fractures, pour que les territoires ruraux avoisinants en tirent aussi parti. Je crois que cette ambition, dont certains espaces de Seine-et-Marne ont indéniablement besoin, nécessite une organisation robuste. Je voudrais apporter aussi, à la suite de mes premières rencontres avec certains d'entre vous, je voudrais évoquer les dernières évolutions en matière de titres. La nécessité d'une plus grande sécurisation des passeports et le souhait d'une plus grande proximité d'accès des usagers pour les obtenir a conduit le gouvernement à confier aux communes la mission de recueil des demandes de passeports au travers d'un dispositif utilisant les téléprocédures. Ce sont des communes volontaires, choisies en fonction de leur répartition sur les territoires, qui ont accueilli, il y a déjà quelques années, ces stations de recueil. Pour ce faire, elles ont reçu des compensations financières. La particularité de cette nouvelle organisation, c'est que les usagers peuvent faire leur démarche dans n'importe quelle mairie et plus seulement dans leur département de résidence. En Seine-et-Marne, 29 communes ont ainsi été équipées.
S'appuyant sur les mêmes logiciels, ce dispositif a été étendu en 2016 aux cartes nationales d'identité. La carte nationale d'identité étant plus demandée que le passeport, et les usagers que nous sommes tous le savent bien. L'État a dès l'origine ajouté 6 nouveaux dispositifs et 2 communes supplémentaires aux 29 communes initiales. Depuis le lancement de cette procédure, en mars dernier, on a pu constater dans nombre de communes disposant d'un ou plusieurs dispositifs de recueil un délai d'attente important de l'ordre de plusieurs semaines pour que les usagers obtiennent rendez-vous. Plusieurs raisons l'expliquent. La première tient à la saisonnalité des demandes avec un pic estival, pic que nous avons franchi maintenant. Il y a le pic estival, mais aussi le pic pour les examens, parce que les jeunes doivent présenter des cartes d'identité quand ils se présentent aux examens. La seconde tient à une faiblesse relative des créneaux horaires d'accueil et des moyens humains mis à disposition pour optimiser l'emploi de ces machines dans certaines communes. Puis, le nombre de dispositifs nous apparaissant comme vraiment trop faible au regard de la démographie et de la taille du département, le ministre de l'Intérieur a entendu déployer 9 dispositifs de recueil supplémentaires en Seine-et-Marne sur les 250 qui seront répartis sur le territoire national à partir du dernier trimestre 2017. Les communes suivantes accueilleront donc ces nouveaux dispositifs. Alors, je vais vous les indiquer. Brie-Contrebert, Con-la-Ville, le Châtelet-en-Brie, Poissy-Cramayel, Montévrain, Morel-Loing-Orvanne, Roissy-en-Brie, Souppes-sur-Loing et Villeparisis. Cette implantation a été déterminée en lien avec l'Union des maires, que je remercie, sur la base de critères que nous avons arrêtés de concert. Doter chaque canton volontaire et chaque intercommunalité dans un esprit de proximité de service. Favoriser les communes volontaires afin de garantir un engagement des moyens humains nécessaires. Augmenter le nombre de dispositifs dans les communes volontaires est fortement sollicité. Je tiens cependant à souligner que ces dispositifs de recueil devront être utilisés de manière intensive, sous peine d'être repris et réaffectés, car nous avons pour chacune de ces machines des ratios d'efficience mesurés à l'échelle nationale. Des guides de bonne pratique ont d'ailleurs été édités à cet effet. Au-delà de ces dernières adaptations, cette réforme sera bénéfique pour les usagers. D'ores et déjà, et sans les nouvelles stations de recueil annoncées, sachez qu'aujourd'hui, dans notre département, le délai entre l'enregistrement en mairie et la récupération du titre est de 10 jours contre 20 auparavant. D'ici la fin de l'année, 2 autres titres feront l'objet d'une évolution radicale de leur délivrance. Ce sont les permis de conduire et les cartes grises. Alors, vous n'êtes pas concernés, mais il est important que vous sachiez comment la préfecture évolue. S'appuyant là aussi sur les téléprocédures, ces démarches se feront sans que l'usager ait besoin de se déplacer et donc sans être soumis à des horaires d'accueil en utilisant les applications correspondantes. La montée en puissance de ces opérations a commencé en début d'année. C'est ce qu'on appelle le plan préfecture nouvelle génération. Il aboutira d'ici la fin de l'année à la fermeture des guichets en préfecture ou dans les sous-préfectures délivrant ces titres. Néanmoins, et pour permettre à des publics ne disposant pas d'ordinateur ou ayant des difficultés avec l'informatique, la préfecture et les sous-préfectures recevant du public disposeront de points numériques où ces usagers seront aidés dans leur démarche par des jeunes en service civique. Un mot sur les contrats aidés. Le président l'a dit et les études économiques l'ont montré. Les contrats aidés ne sont pas une réponse durable au problème de l'emploi. Pour être efficaces, ils doivent être mieux ciblés et concerner les domaines dans lesquels ils aboutissent à une véritable qualification. Le maintien des contrats aidés a néanmoins été privilégié dans 4 domaines. L'éducation nationale, pour l'accompagnement des élèves en situation de handicap, l'urgence en matière sociale et de santé, l'outre-mer, et les communes rurales. Parce que nous sommes un département rural, je rappellerai que 74% de nos communes ont moins de 2000 habitants, ce qui est le seuil qui caractérise une commune rurale. Nous aurons une enveloppe spécifique à ce titre. Je voudrais évoquer une difficulté qui m'a été lourdement rappelée cet été. Les campements illicites des gens du voyage. Ces difficultés se retrouvent notamment, parce que c'est évidemment le moment où c'est le plus criant, dans la gestion des déplacements estivaux.
Ma position sur ce sujet est claire. Le schéma départemental doit être mis en œuvre. Il ne doit pas seulement l'être parce que la loi l'impose depuis le 5 juillet 2000, mais aussi parce qu'il est seul efficace et seul garant d'une gestion maîtrisée en partenariat entre l'État et les collectivités concernées. Le transfert de cette compétence aux EPCI depuis le 1er janvier 2016 pour 2 d'entre elles et le 1er janvier 2017 pour tous les autres doit maintenant permettre une accélération de sa réalisation. En effet, en l'absence de conformité, tout contentieux engagé devant le tribunal administratif sur le territoire d'un EPCI a toutes les chances d'être perdu. C'est la raison pour laquelle, quand vous me sollicitez pour une mise en demeure, je la signe sans délai. Mais si la commune n'est pas en règle vis-à-vis du schéma, je ne peux pas répondre favorablement à vos demandes. L'entrée en vigueur des nouveaux périmètres d'intercommunalité en janvier 2007 a compliqué les choses cet été, car des communes qui respectaient le schéma avant cette date se sont retrouvées en situation de non-conformité. Co-signé par le Conseil départemental en 2003, en 2013, Monsieur le Président, après de très nombreux échanges en commission départementale consultative des gens du voyage, ce schéma fixe donc dorénavant, EPCI par EPCI, le nombre de places à réaliser pour les aires permanentes d'accueil, les aires de grand passage, mais également, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, depuis la loi Égalité et Citoyenneté du début 2017 pour les terrains familiaux locatifs. Je sais les efforts accomplis par certaines communes en anticipation du transfert de la compétence aux EPCI. L'État a pu y contribuer au titre de la DETR, avec un cofinancement à hauteur de 50% des heures d'accueil et de 80% des aires de grand passage pour les communes éligibles. Je tiens aussi à saluer les initiatives par certains EPCI pour se mettre très vite en conformité. À titre d'exemple, Marne et Gondoire. La loi permet dorénavant au préfet de consigner les fonds d'une collectivité défaillante au regard du schéma dans les mains d'un comptable public pour faire ensuite réaliser aux frais de la collectivité les aires manquantes. J'éviterai d'utiliser cette possibilité, mais je souhaite vivement que nous parvenions dans le dialogue à régler collectivement ce sujet qui, chaque été, met en ébullition telle ou telle commune. J'observe que cette conviction qu'il faut en finir avec ces difficultés est partagée par nombre d'entre vous. Et tant l'Union des maires que le Conseil départemental, vous l'avez rappelé, messieurs les présidents, souhaitent y contribuer en se groupant, en se proposant d'accompagner les collectivités concernées. Je vous encourage vivement dans cette voie. Cela a été rappelé lors de la commission départementale consultative du 12 mai dernier, et je le répète ici, pour chaque intercommunalité qui sera en conformité avec le schéma départemental, les procédures d'évacuation seront accélérées et le concours de la force publique sera systématiquement accordé. Un mot sur un sujet qui a pu nous occuper cet été, l'accueil des migrants. Au-delà du travail majeur, notamment diplomatique, à réaliser au niveau européen et international pour aider à une stabilisation des États qui sont à nos frontières, le président de la République l'a rappelé, il faut d'une part accélérer l'instruction des dossiers des demandeurs d'asile et rendre davantage effectives les reconduites à la frontière ou dans les pays européens dans lesquels la demande d'asile a été déposée. Il nous faut aussi mieux intégrer les demandeurs à qui nous avons accordé l'asile parallèlement. Pour améliorer la fluidité du dispositif d'accueil et éviter la reconstitution de campements ou de points de concentration, nous devons aussi poursuivre nos efforts en matière d'hébergement. La Seine-et-Marne contribue à l'effort national d'accueil des migrants. Nous devons aller plus loin, collectivement, pour proposer de nouvelles places. Toutes les options devront être étudiées. Mon souhait est que nous travaillions là encore ensemble de manière anticipée et avec des associations locales sur qui nous savons pouvoir compter, plutôt que de traiter dans l'urgence des situations qui nous seraient imposées par des partenaires extérieurs avec lesquels les liens de collaboration sont plus ténus. Avant de conclure, je voudrais avoir une pensée particulière pour les agents du SDIS, Monsieur le Président, partis en renfort cet été sur les feux de forêt d'une part, et plus récemment à Saint-Martin et à Saint-Barth. Cette solidarité, c'est notre force, celle qui nous permettra d'avancer collectivement sur l'ensemble de nos chantiers. Au-delà de ces quelques messages que je tenais à délivrer, beaucoup d'autres sujets communs auraient pu être abordés. Le dialogue avec les élus locaux constitue, à mon sens, un axe de travail prioritaire auquel je suis profondément attachée.
Nous aurons donc de multiples occasions d'échanger. Comme je l'ai déjà dit, je souhaite que nos relations soient nourries, constructives, et que les services de l'État soient à vos côtés dans les évolutions qui vous concernent. Je sais pouvoir compter sur votre investissement au service des Seine-et-Marnais. Mais parce que j'ai été une élue locale dans une vie antérieure, pendant 23 ans, je sais la part d'abnégation, de dévouement des élus locaux au service de leurs concitoyens. J'ai un respect infini pour votre action. Vous pourrez donc compter sur moi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous. Ainsi s'achève le 56e congrès de l'Union des maires de Seine-et-Marne. Merci de votre participation, merci de votre présence et bien évidemment, à l'année prochaine.